Le clairon. Alors, on change complètement de, de milieu, on va dire. Mardi 10 juin, la Haute Autorité de Transparence pour la Vie Publique, la HATVP, a publié, vous savez, les déclarations d'intérêt et de patrimoine des ministres. C'est obligatoire. Hein. Et on peut dire que, oui, comme je disais, on change complètement de monde. Et il y a certaines déclarations qui sont relativement surprenantes. On apprend que plus de la moitié des ministres sont millionnaires. Bon, ça, 22 sur 36. Donc c'est juste information comme ça. C'est la première fois qu'il y a autant de millionnaires dans un gouvernement. Alors l'idée n'est pas d'accuser les gens qui ont fait fortune et qui ont réussi dans leur vie. Au contraire. Mais ça peut poser la question quand même d'un club de millionnaires hors sol. C'est une question qui est posée. En tout cas, dans ces déclarations, il y en a une qui se démarque en particulier, c'est celle d'Éric Lombard, le ministre de l'économie, et notre invité l'a remarqué. En effet, le ministre de l'économie a déclaré 23 millions d'euros de patrimoine et d'intérêts, une somme qui peut paraître étrange pour celui-ci qui se défendait fièrement d'être de gauche, je cite, et qui n'aime pas l'impôt. Surtout lorsqu'on regarde dans le détail, parce que là, vous voyez que Éric Lombard était à la Caisse de dépôt, à la tête de la Caisse de dépôt et des consignations, à laquelle il a été nommé par M. Macron en 2017, et il s'est versé des millions d'euros de dividendes, 6 millions quand même, via sa société de conseil Almaera, société qu'il a créée en 2006 et qui ne compte que 2 salariés, lui et son associé. On peut quand même se poser quelques questions sur l'origine de ces fonds. Alors qu'il était lui-même à la tête de la Caisse des dépôts et des consignations au même moment. Bon, et il se trouve que ces déclarations de patrimoine, en plus, ne sont plus accessibles puisque le site affiche maintenant un message d'erreur. Ça, c'est marrant. Bon, alors, pour éclaircir tout ça, eh bien, nous nous tournons vers celui qui a pointé du doigt cette anomalie, si on peut l'appeler comme ça, c'est Philippe Herlin. Bonjour Philippe Herlin. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste des questions monétaires, docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers et auteur notamment de ce livre Bitcoin, comprendre et investir, guide pratique des crypto-monnaies, réédité chez Erol, et vous pouvez retrouver l'interview chez nous justement autour de ce livre. Philippe Herlin, vous avez pointé ce sujet de la déclaration notamment de ce ministre, il y en a d'autres qui sont intéressantes, on va peut-être en parler après, mais du ministre de l'économie, Éric Lombard. Oui, c'est la première que j'ai regardée, parce que c'est quand même un peu mon domaine, donc tout de suite je me suis jeté dessus. Et c'est vrai que j'ai vu quelque chose d'assez étonnant. Bon, c'est quelqu'un qui a été nommé à la Caisse des dépôts et consignations en 2017, bon, par Emmanuel Macron, parce que c'est un poste qui est très important et qui remonte jusqu'au président de la République, jusqu'en 2024, date à laquelle il a été nommé au gouvernement, donc le 23 décembre 2024. Voilà. Et donc, quand on dirige la Caisse des dépôts et consignations, bon, déjà, on est payé 300 000 euros net par mois. Par an, ce qui fait 25 000 euros. J'étais en train de dire, c'est super ce poste. Ce qui fait 25 000 euros net par mois, donc c'est quand même, ça permet de voir venir, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, oui. Ça va. Et surtout, bon, c'est une des plus grosses institutions financières françaises qui gère énormément de participation, enfin, qui a un rôle énorme dans l'économie. Donc, c'est plutôt un job à temps plein et on fait peut-être même un peu plus que 35 heures par semaine, quoi, quand on est à ce poste-là. Bon, voilà. Et puis, j'ai découvert qu'il avait récupéré beaucoup d'argent d'une toute petite structure. Almaera, que vous avez donc en cité. Parallèle, en fait, il a ce travail à temps plein, a priori. Qui a priori à temps plein, voilà, quand même, et même un peu plus. Parce il a réussi, à côté de ça, à monter une structure et à gagner beaucoup d'argent. Donc une toute petite structure, hein, c'est une SAS avec lui et son épouse. C'est son épouse. C'est sa femme. Ouais. Alors il y a eu un associé pendant un moment, mais bon, ils sont 2. Et sa femme qui est artiste plasticienne, donc on se dit que c'est peut-être pas elle qui ramène le plus d'argent dans ces structures, voilà. Et donc en 2020, enfin quand on regarde les comptes, parce que les comptes sont disponibles sur a priori, normalement ces gens-là savent faire des montages, hein, mais bon, c'est grossier. Alors pour ça, à la limite, créer une petite structure comme ça, chacun a le droit de le faire, voilà. C'est le début de l'histoire. Mais une structure qui fait plus d'1 million de revenus par an, quand on a déjà un job très prenant à côté, on se dit il doit être très fort. Bon, peut-être qu'il travaille la nuit, peut-être qu'il dort 4 heures par nuit, il travaille le samedi et le dimanche. Ils vendent du conseil, mais justement, on n'en sait pas trop, quoi, voilà. Et donc, en 2024, donc avant d'être nommé ministre... c'est pas du pantouflage en direct, là, quand même, de vendre du conseil pendant qu'on est dans une société publique. C'est justement la question que je pose, parce que justement, en 2024, donc juste avant d'être nommé ministre de l'économie, il a récupéré, sous forme de dividendes, 6 millions d'euros sur ces structures. Quand même une somme énorme. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a
les capacités intellectuelles de faire 2 jobs comme ça, très prenants, dont un qui consiste à vendre du conseil très cher, parce que pour faire 1 million de revenus par an, faut quand même avoir des compétences et beaucoup de clients. Donc, est-ce que c'est ça, auquel cas nous sommes tous admiratifs des capacités de travail du ministre de l'économie? Ou alors, ça c'est la question que je pose, mais je ne suis pas là pour faire des accusations, je suis là pour poser des questions. Pour poser des questions. Est-ce qu'il n'y aura pas un conflit d'intérêts? Parce qu'il est évident que quand vous vendez du conseil financier et que par ailleurs vous dirigez une des plus importantes institutions financières de France, il y a beaucoup de gens qui sont prêts... Mais on a le droit de faire ça déjà? Alors déjà, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ça me paraît un peu... Un conseil privé financier, alors qu'on est exactement dans la structure qui est au cœur du nucléaire financier, on va dire. Ça pose déjà questions. ça me pose un problème. Je suis même pas sûr que ça... Moi, je n'ai pas connaissance de dirigeants de banque, de la BNP, la Société Générale ou autres, qui par ailleurs ont une structure de conseil où ils vendent. Parce que il y aurait un conflit d'intérêts, parce que vous pouvez... Quand vous dirigez la Caisse des dépôts... encore, dirigeants de banque, c'est privé, donc c'est la banque qui décide et qui a ses propres règles. Là, on est dans un truc étatique, quand même. C'est quand même... c'est détenu par l'État, donc en plus, voilà. C'est gênant. Ouais. Et donc, ça pose un problème, parce que quand la Caisse des dépôts, elle achète, par exemple, beaucoup d'actions, elle a un portefeuille d'actions énorme, donc le fait qu'elle prenne la décision d'acheter telle ou telle entreprise, ça joue. Et puis, elle passe des contrats, comme elle intervient sur le marché financier, elle passe des contrats avec beaucoup de structures financières. Donc, elle a des volumes d'achat énormes. Imaginer, mais je n'ose aller jusqu'à là, mais est-ce qu'on pourrait imaginer dans ce genre de scénario, si quelqu'un était mal placé et ne respectait pas les règles éthiques, c'est qu'il récupère via sa société de conseil la com qu'il aurait eue en privilégiant un marché plutôt qu'un autre. C'est ça la question qu'on peut se poser, c'est que par exemple, c'est que des gens vont signer avec lui, avec cette structure-là, pour lui verser un chèque important, et puis après ils auront un contrat rémunérateur avec la Caisse des dépôts, ou alors la Caisse des dépôts achètera des actions de la société ou lors d'une émission d'actions, des choses comme ça. Voilà. Pour le remercier, il a et voilà. du conseil à côté. Donc ça pose ce problème-là. Alors je dis pas que c'est ça, parce qu'on n'a pas assez d'éléments, mais moi je considère que, étant donné les sommes en jeu et le poste de directeur de la Caisse des dépôts, et puis maintenant ministre de l'économie, je considère que la justice doit au moins se pencher sur le sujet et se faire communiquer en fait les prestations qu'a vendues la société, tout simplement. Et voir qui lui a donné, et voir s'il y a des marchés qui ont été autorisés par la Caisse des dépôts au même moment par la même personne qui, alors là, ça commencerait à devenir un peu grossier. C'est ça, c'est-à-dire il faut voir quels sont les clients de Almaera. Et puis c'est le nom de la boîte de conseil. Voilà, et puis ensuite, est-ce qu'on retrouve ces noms-là dans des connexions avec la Caisse des dépôts? Auquel cas il faudra poser la question au ministre et aux personnes, ou alors il n'y a aucun rapport et à ce moment-là il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même une interrogation lourde qu'il faut poser, parce que c'est quelque chose qui ressemble à un conflit d'intérêts au minimum. Mais et puis là on peut poser cette question qu'on se posait au départ, c'est-à-dire que même, est-ce que de fait il n'y a pas une obligation de séparation ici du public et du privé lorsqu'on a des postes de cette ampleur, de ne pas avoir le droit en même temps d'être dans le privé, qui de toute façon est dans un milieu qui va relever du conflit d'intérêts. Et à un moment, il y a cette forme d'obligation, d'apparence de séparation. Oui, il semble le fait d'avoir des conseils pendant ses activités, parce qu'il a été nommé en 2017. Et c'est après que cette société a engrangé des sommes importantes. Donc rien que ça pose un problème, parce que déjà en termes de temps de travail, enfin on peut pas... Ce sont des jobs, diriger la Caisse des dépôts, c'est un métier extrêmement exigeant. Donc, le simple fait de considérer qu'on puisse faire du conseil à côté, déjà, ça pose un problème. Il n'y a pas de dirigeants. Il n'y a pas de dirigeants de banque, de grandes banques privées qui, par ailleurs, ont une activité de conseil comme ça. Ça poserait un problème. Donc voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui... Je trouve que la presse n'en a pas parlé jusqu'ici. Personne n'en parle. De lever le lièvre. Et voilà. Et donc, je remercie Toxin d'en parler. C'est vous qui l'avez repéré, et nous avons fait que vous inviter. Je regarde un peu aussi s'il y avait autre chose chez lui. Pas forcément. Il y avait aussi l'affaire Rachida Dati, qui est la 3e plus riche du classement. Est-ce que vous avez des choses à dire sur Rachida Dati ? Alors, le plus riche du gouvernement, c'est Ferracci, ministre de l'Industrie. Mais lui, en fait, il a hérité des parts d'une entreprise fondée par son père. Familiale, Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Finance. Voilà.
Et puis pour Rachida Dati, qui arrive aussi sur le podium. 6 millions d'euros déclarés. Voilà. Mais bon, c'est quelqu'un dont... Alors là, je crois qu'il y a les affaires en cours. En tout cas, il y a pas mal d'interrogations soulevées par la presse, qu'elle a touché pas mal d'argent d'avocates pour des prestations qui ne sont pas forcément très transparentes ou connues. Voilà. Et donc, mais là, je dirais que la presse est sur le sujet. Oui, sur le qui. Voilà, donc il y a des choses qui sortent. Mais sur Eric Lombard, il n'y a rien. Et personne n'a l'air de s'interroger sur ces millions d'euros qui tombent comme ça alors qu'il dirigeait la Caisse des dépôts. Donc, en soi, ça pose un problème. Voilà, tout à fait. Pour Rachida Dati, je donne l'information, donc elle est soupçonnée de corruption par le parquet national financier. Donc, en effet, il y a enquête en cours concernant l'affaire Ghosn, pour avoir perçu 900 000 euros entre 2010 et 2012 de la part d'une filiale de Nissan. Donc voilà, on en est pour Rachida Dati. En effet, il y a des questionnements, au moins c'est des choses qui sont soulevées. Là, pour l'affaire Lombard, beaucoup moins. Donc en effet, vous faites bien de le faire et on va se poser des questions, on va tenter de creuser un peu ce sujet. C'est typiquement le genre de dossier que le parquet national financier devrait faire. Voilà, si il avait envie, parce que le problème c'est que c'est un peu... on connaît le parquet national financier, on l'a vu comme il était prompt pour par exemple l'affaire Fillon. Pour certaines personnes et pour un d'autres, peu moins pour d'autres. Un peu moins, voilà. L'ami d'Emmanuel Macron, c'est un peu moins prompt là. On en parlera peut-être avec Régis de Castelnau. Merci beaucoup Philippe Erlin. Merci. Je rappelle que vous êtes auteur de Bitcoin, comprendre, investir, guide pratique des crypto-monnaies, réédité chez Erol. Merci encore. Et donc, chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.